C'est quelqu'un qui est né en 1871, qui provient d'une famille bourgeoise de Morges, une petite ville suisse entre Genève et Lausanne. C'est quelqu'un qui a reçu une éducation assez dense, qui touchait à l'architecture, mais aussi au dessin. Et puis aussi, il est musicien. Il va devenir même musicien professionnel. Toute l'œuvre s'est faite essentiellement, je crois, les 20 dernières années, quand il a été placé dans son asile pour vieillards. Et là, il y a une sorte de boulimie qui s'est créée, mais comme très très souvent dans ce monde-là. Et c'est là que l'œuvre a été faite, peut-être parce qu'il a arrêté la musique. On l'a un peu forcé à arrêter la musique apparemment, puisque on a vendu son violon. Et là, finalement, il va se mettre à dessiner sur des petits cahiers, des cahiers d'écoliers qu'on lui donne. Il va s'intéresser à des peintres italiens de la Renaissance, dont certains sont des artistes qu'on pourrait mettre du côté des anti-classiques, Michel-Ange, on retrouve Raphaël, et des artistes qui aussi vont s'intéresser à la figure et à des nouveaux cadrages. Et la profondeur, l'architecture va commencer d'une certaine manière à disparaître au profit d'un recadrage sur les figures. On se rend compte effectivement qu'il resserre dans le cadre, alors qu'à l'origine, il y a de l'espace entre les personnages. Et il le resserre, mais la moitié des corps sont aussi hors cadre. Et pour moi, la modernité de Souterre, elle est aussi dans cette façon d'aborder la composition, mais aussi le nerf d'une scène, le nerf d'une action entre les personnages. Et donc il en fait une sorte de nouvelle lecture, mais il se les approprie. Et il commence à créer un langage. Il y a peut-être une manière, un style. Il y a quelqu'un d'important dans la reconnaissance de son œuvre qui s'appelle Le Corbusier, qui est son cousin, qui va s'intéresser à son travail, qui va lui fournir du matériel, des formats qui se sont agrandis. Il a des nouvelles feuilles de papier. Il va développer là une œuvre assez incroyable, donc avec des figures qui sont au premier plan, qui occupent toute la feuille, tout le plan. Donc il y a quand même une sorte de fil conducteur, et il y a une progression. Il n'arrive pas à cette période dite maniériste n'importe comment. On voit qu'il connaît très bien l'architecture, l'art nouveau. Il y a un intérêt aussi pour l'ornement. Il y a aussi une espèce de va-et-vient, on va dire, entre des représentations d'architecture et d'autres, des représentations qui sont plus du côté, on va dire, de la nature. Oui, il se libère du sujet, vraiment.
pense c'est un artiste qui a traversé une histoire de l'art, c'est-à-dire qui a été cultivé, qui a réemprunté des chemins parcourus par d'autres, même parfois il les a copiés, il s'en est inspiré. Mais je pense que l'œuvre de Souter, mais je me trompe peut-être, c'est un point de vue très personnel, l'œuvre de Souter, c'est la fin, c'est-à-dire que c'est le moment où il se libère de l'histoire et où il invente son écriture. En fait, je pense qu'il y a un mouvement progressif entre figuration et abstraction. Donc, vers la période des dessins au doigt, donc il abandonne la plume et le crayon, intervient directement donc avec son corps, avec ses mains, avec la paume de ses mains, ses doigts. Déjà, techniquement, ce n'est pas dit qu'il puisse continuer à dessiner de la même manière qu'il pouvait dessiner avant à la plume. Il semblerait qu'il ait de l'arthrose, qu'il soit, sa vue peut-être baissait, voilà. Et donc investir le corps, les doigts, la feuille, et il a peut-être trouvé là quelque chose qui lui permettait de poursuivre, on va dire, son travail de ce besoin. Il y a très certainement un besoin de peindre, sans quoi il arrête tout et il n'a plus de raison peut-être de vivre, puisqu'il n'a pas réussi à quitter cet asile de Balègue. On ressent, c'est une notion qui n'est pas très courante dans l'art d'aujourd'hui ou chez les gens qui parlent de l'art, mais il y a une sorte de nécessité absolue. C'est-à-dire on sent j'allais dire presque un vomissement, c'est-à-dire quelque chose qui est on n'a pas le choix, on décide pas d'être artiste, on est là et il faut, ça sort quoi, ça sort et on a l'impression de l'œuvre d'un photographe ou d'un cinéaste, c'est-à-dire que on a l'impression que ces œuvres pourraient continuer comme ça sur des feuilles beaucoup plus grandes et qu'on a capté comme ça un rectangle et ces compositions sont des non-compositions en fait, c'est-à-dire que c'est un focus sur une foule, sur des personnages, les têtes sont parfois coupées, on a la sensation qu'il ne s'occupe plus de rien en fait. On a la sensation que tout est là directement entre la tête et le papier. Mais il y a une telle souffrance, une telle passion, c'est un travail tellement corps et âme qu'on a cette sensation de plénitude d'une œuvre. Et moi, c'est ça qui me fascine totalement. Et entre autres, les crucifixions, on a la sensation, non pas qu'il touche le papier avec ses doigts enduits d'encre ou de peinture, mais qu'il touche le corps du Christ. On a la sensation d'un miracle de la création. Et je n'exagère pas, c'est extrêmement rare dans l'histoire de l'art et de la peinture de sentir cette intégrité et cette présence physique et mentale. Enfin, c'est vraiment pour moi ce qu'on appelle une œuvre. C'est vraiment quelque chose de fascinant.